Bonsoir à tous. Je vais vous parler donc en un temps bref, moi, du littoral. C'est vrai depuis que je suis tout petit, j'ai d'abord été élevé petit garçon à la Pointe bretonne. Après, j'ai migré en pays catalan, donc toujours au bord du littoral. Et j'ai passé mon temps à faire des tours du monde sur tous les littoraux possibles de la planète. Première remarque, ce littoral aujourd'hui abrite largement plus de la moitié de la population humaine. Donc vous imaginez l'impact de ces humains. Si on prend 100 km, c'est même presque 70% des humains qui habitent très proche du littoral. Et ce littoral, comme le disait notre ami à l'instant, aujourd'hui est très ciblé par différents problèmes qu'on regroupe sous le nom de global change, le changement global, dans lequel rentre bien ce qu'on appelle le changement climatique. Alors, je vous ai mis une image ici d'un littoral à Madagascar. Voilà, ici, là, très bien. Donc le littoral est intéressant parce que, pour un physiologiste comme moi, c'est ce mélange subtil entre de l'eau de mer du large. Et j'ai dit souvent, on a un seul océan. Il faut être clair là-dessus, il n'y a pas des océans sur la Terre. La continuité est partout, la stabilité est partout. Il y a un océan mondial dans lequel est apparue effectivement la vie il y a à peu près 3,85 milliards d'années. On ne sait pas si c'est loin de la côte ou au bord de la côte. Peut-être au bord de la côte, dans de l'eau peu profonde et chaude. Les premières cellules se développent. Et aujourd'hui, si on regarde les écosystèmes de la planète, on se rend compte que l'océan, je vous ai mis ici une image de l'écosystème corallien au sud de la Calédonie. On peut trouver ici 5 à 6 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Et je vous ai mis ici un des plus riches en milieux continentaux, justement la forêt des Nouragues qu'on évoquait à l'instant tous les deux. En Guyane, on peut trouver peut-être 50 000 espèces vivantes au kilomètre carré. Donc déjà beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents. L'océan, il faut le voir de façon globale, non pas dans sa surface, mais dans son volume, bien entendu. Tara Océan qui vient de rentrer, là nous ramène pas encore des espèces, mais ce qui pourrait devenir des espèces qui va nous permettre peut-être de tripler à peu près le nombre d'espèces connues dans l'océan, qui de toute façon aura toujours beaucoup moins d'espèces que les continents. Et puis la ville. Aujourd'hui, l'humain s'installe en ville. On sait que d'ici en 2025, on sera 75% des humains dans les villes. Et toutes ces villes, elles sont au bord de la mer. Cherchez les grandes villes qui ne sont pas au bord de la mer, bah, effectivement, Paris est une belle exception. Vous prenez Chicago, vous prenez Moscou, toutes les autres, elles sont au bord de l'océan. Donc cet humain, il adore être au bord de la mer, dans ces grandes villes. Et cet océan est subtilement un mélange d'eau du large de l'océan avec de l'eau douce des continents. Alors, l'histoire a commencé, en fait, quand je raconte l'histoire du littoral, je repars sur les explosions de supernovae il y a à peu près 12 milliards d'années. Vous vous rappelez de l'image fabuleuse sortie à Paranal, il y a 2 ans maintenant, où on nous montre une image de l'univers 400 millions d'années après le Big Bang. Ça a fait le tour de la Terre, ça a fait des bouts de papier partout. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que dans ces explosions de supernovae apparaissent des éléments dans le tableau périodique de la chimie. Et moi, je m'intéresse beaucoup depuis le début au sodium et au potassium. Toute la clé du vivant est là. Le sodium hors de la cellule, le potassium dans la cellule. Et tout le vivant s'est organisé là-dessus. Et je rebondis sur ce que tu disais à l'instant. Un sang humain contient du sodium et du potassium. Curieux, c'est étrange. On raconte en fait l'histoire par le littoral de la sortie de la vie de l'océan pour aller vers les continents. Donc, je vous ai mis ici une image de cette météorite d'Orgueil qui tombe dans un champ en 1864, qu'on ramasse. On a retrouvé les coupures de journaux, c'était en mai 1864. Toulouse est illuminée cette nuit-là par une fabuleuse pluie d'étoiles. Dans ces champs du Gers, on retrouve ces morceaux. Le plus gros qu'on ait au muséum fait 11 kilos. Cette météorite est géniale parce qu'on va l'oublier pendant 80 ans dans une caisse à oignons dans le jardin. On la retrouve, on l'analyse grâce aux nanosondes de la rue Buffon ici à côté et on la date grâce aux isotopes du chrome. 4,6 milliards d'années. Ce caillou qu'on tient entre les mains, là on en pleure, hein, est contemporain de la mise en place du Soleil et de la Terre. Il n'est jamais sorti du système solaire. Il nous raconte l'histoire de la prévie. Et c'est sur cette géodiversité-là antérieure que le vivant va apparaître. Alors le littoral, effectivement, c'est cette frange ici, minime, entre de l'eau de mer, souvent très profonde. Ici, on a facilement, en Calédonie, 2000, 3000 mètres de profondeur, très proche de la côte. Et puis ici, Slagron, qui fait 40 mètres de profondeur, et les îles qui sont là. Là, je vous ai mis une image de la mer au large, toujours la même, depuis au moins 100 millions d'années, avec une composition en éléments chimiques extrêmement stable. Où que vous alliez sur la Terre, il y a 11 millimoles de potassium dans toutes les mers du monde. Et dans un sang humain, c'est 3-4. Intéressant. Et le vivant a choisi cet échange entre le sodium et le potassium pour organiser la vie partout. Même s'il y a des espèces qui vivent en plein désert, qui sont sorties de l'eau depuis très longtemps.
Ici, je vous mets une image qui est très émotionnante. C'est le premier être vivant connu que l'on ait à Paris dans nos collections au muséum. Une colonie de cyanobactéries d'Australie datée à 3,45 milliards d'années. Et là, je vous ai mis la même que j'ai ramassée dans une flaque d'eau tout à l'heure, là, en venant à Jussieu. Avant de monter dans la tour, là, j'étais avec mon ami journaliste, là, il y avait une flaque d'eau. On a gratouillé. Voilà, des cyanobactéries d'aujourd'hui. Presque 4000 millions d'années de différence entre les deux images qui sont là. Elles se ressemblent beaucoup. Elles sont toujours là avec nous. Toutes les cellules vivantes sont constituées d'eau liquide. Et c'est pour ça que la vie existe sur la Terre, en fait. C'est parce que l'eau y est sous forme liquide. Et voilà, votre sang aujourd'hui, ce soir, à tous, là, eh bien ça, c'est quoi? C'est de l'eau du littoral. L'eau douce, c'est 0. C'est 20 milliosmoles de pression osmotique. Il y a quelques éléments de sodium, pas de chlorure, pas de potassium. Et là, ce milieu n'est pas l'océan, il est intermédiaire. C'est le mélange entre douce et eau de mer que raconte le sang humain. Vous avez 100 millimoles de chlorure, 135 millimoles de sodium, partout, dans toutes nos cellules. Et chez tous les êtres vivants, vous avez beaucoup plus de potassium, effectivement, dans la cellule qu'à l'extérieur, où vous avez des chlorures et du sodium. L'histoire de l'océan. Voilà pourquoi ce littoral est si fascinant. Il est fascinant parce qu'il raconte l'histoire de la vie, il raconte l'histoire de la sortie de la vie de l'océan. Et aujourd'hui, il est extrêmement impacté par les activités humaines que l'on va voir maintenant, bien sûr. Alors l'histoire, je vous la raconte très vite. Pour un physiologiste, vous avez des espèces océaniques au large qui ont la même quantité de sel que l'eau de mer. Bon, très bien. L'immense majorité du poisson qui contient moins de sel que l'eau de mer, ça les oblige à boire de l'eau en permanence. Un poisson boit de l'eau en permanence, en toute sa vie. Il boit de l'eau salée, donc il faut qu'il élimine les sels. Parce que par sa bronchique et sa surface d'échange, l'eau s'en va. S'il ne compense pas en buvant, il est mort, ce poisson. En eau douce, c'est l'inverse. C'est très difficile, le milieu d'eau douce. La vie l'a conquis beaucoup plus tard que le milieu marin. Il est très déminéralisé, mais c'est quand même pas de l'eau distillée, bien sûr. Et ici, c'est l'inverse. Ces petits poissons, des petits saumons, ici, dans les rivières, eh bien, en permanence, eux, vont chercher du sel dans la rivière par la branchie. Et puis eux, pour éliminer l'eau qui rentre, eh bien, ils font pipi en permanence. Voilà. Tout ça, c'est la clé du système. Je dis souvent à mes étudiants ici à Jussieu, si on faisait comme eux, on ferait le cours aux toilettes, la conférence aux toilettes, parce qu'on ferait à peu près 100 litres d'urine par jour. Donc vous voyez que tout ça, c'est très subtil, mais ça raconte une histoire de physique au départ, qui se transmet sur le... C'est quoi finalement la physiologie? C'est comment le vivant a tiré parti de l'environnement physique pour exister, pour s'adapter, se perpétuer et continuer à exister, bien sûr. Et je vous ai mis ici, je vais en parler maintenant, un animal du désert qui ne boit jamais. Le kangourou n'a pas de, le rat kangourou n'a pas d'eau. Jamais il ne pleut là où il vit. Il se cache pendant la journée. Et son eau est uniquement dans les aliments qu'il consomme, qui n'en connaissent pas beaucoup. Il fait de l'eau grâce aux lipides, grâce aux graisses qu'il retrouve. Un dromadaire, il sait également expirer sans émettre aucune particule d'eau. Donc vous voyez que tout ceci est très subtil dans ses relations. La vie démarre dans l'eau, et quand la vie sort de l'eau, impérativement garder l'eau à l'intérieur. Ce que lui, il sait faire superbement, mon petit rat kangourou. Il émet une urine 9 fois plus salée que l'océan. C'est tout pour vous montrer la plasticité du monde vivant qui s'est adapté à ces conditions. Et voilà pourquoi ce littoral, physiologiquement, est si fascinant. Alors après, la vie sort de l'eau, elle s'en va dans les grandes forêts du Carbonifère. On a passé le Dévonien. Et là, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous avez les plus hautes densités en nombre d'espèces. J'étais toute la journée au Sénat. On recevait donc, c'est la semaine de l'Amérique latine aujourd'hui en France, on recevait donc des chefs d'État, il y en avait 4, on recevait tous les ministres et les ambassadeurs des pays d'Amérique du Sud, du Mexique à l'Argentine. On parlait du dérèglement climatique dans les pays d'Amérique du Sud et on a beaucoup évoqué, bien sûr, ces forêts, la déforestation, qui est un problème dramatique, qui est la première cause, bien sûr, d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, dans ces régions particulières du monde. La forêt stocke aussi du CO2, bien sûr. Et l'océan joue un rôle fondamental qu'on va voir maintenant. Alors voici, c'est ça l'océan. Tara Océan vient de rentrer. C'est quoi l'océan? Où que vous alliez, vous récupérez de l'eau, vous la filtrez à 1,5 micron, vous séquencez tout l'ADN qui est là-dedans, et vous marquez avec des sondes moléculaires le vivant qui est là-dedans. Parce que le vivant sur la Terre, bien avant que ce soit des éléphants ou des hippopotames, ce sont des bactéries. Je vous rappelle qu'un corps humain, là tous ici ce soir dans la salle, là, on a au moins 10 fois plus de bactéries sur notre peau et dans nous que de cellules humaines. Donc on arrête l'arrogance de cet humain qui se croit sorti des réalités écologiques. Et quand je vous dis qu'un bébé humain, quand il naît, il est fait à 3/4 d'eau, je dis ça pour mon ami Guilain, on discute souvent avec lui ces histoires-là, c'est fabuleux, c'est pas fait pour laver sa bagnole.
L'eau est l'élément essentiel du vivant. On le connaît au Chili, dans les déserts du Nord, là où il ne pleut jamais. Quand après un phénomène El Niño, il se met à pleuvoir, une fois tous les 14 ans, le désert se couvre de fleurs. Ça dure 3 semaines, et ça repart ensuite 12 ans vers l'aridité extrême. Voilà, une goutte d'eau de mer à Banyuls, il y a des microalgues, il y a des millions de bactéries, des milliards de virus. Alors, question posée par des collègues, d'ailleurs géologues, dans Nature, il y a maintenant 4 ans, est-ce que l'humain est en train de mettre en place en ce moment les conditions d'une 6e grande crise d'extinction? On en connaît 60 depuis 800 millions d'années, dont 5 très majeures. La plus grande s'est produite entre ce qu'on appelle le Permien, la fin de l'ère primaire, et le Trias, le début de l'ère secondaire, où 96% des espèces vivantes dans l'océan et sur les continents s'éteignent. Et la vraie question pour nous aujourd'hui, c'est le temps. C'est mon principal problème avec le monde politique. Il faut du temps pour régénérer tout cela. La nature a fait tout ça merveilleusement bien avec du temps. Et quand je vois aujourd'hui des gens absolument effarants d'arrogance qui me disent « la nature n'a pas d'imagination, j'en ai plus qu'elle », toujours des hommes, hein. Jamais une femme dira une telle bêtise, toujours un mec qui dit ça, hein. C'est intéressant quand même. On va tout réinventer aujourd'hui. Au lieu de scruter, Vinci disait quand même « scrute la nature, c'est là qu'est ton futur ». Et le littoral est un merveilleux endroit d'expression. Apprenons-le à le protéger, à l'aimer, à le connaître, et on ira beaucoup plus loin. Donc on détruit et on pollue, on surexploite, pêche maritime, forêt tropicale, on dissémine tout partout. Et sur les littoraux, c'est dramatique la question de déballastage des grands pétroliers géants. Et enfin, le climat qui change, qu'on évoque bien sûr ce soir, où non seulement dans l'océan, vous avez la température qui monte, mais vous avez aussi, bien sûr, la remontée du niveau de l'océan. Alors, quels sont aujourd'hui les effets du changement climatique sur ces milieux particuliers? La température, air et océan qui augmentent, la fonte des glaciers. Là, j'étais avec les Péruviens il y a quelque temps. On n'a jamais vu une telle vitesse de fonte des glaciers andins. En 10 ans, dans ces pays du monde, on a eu autant de fonte que durant le petit âge glaciaire en Europe entre 1650 et 1950. Paradoxalement, d'autres glaciers sont en extension dans le sud du Chili, en Antarctique. Ce n'est pas partout un réchauffement. C'est globalement un réchauffement, bien sûr. 4 degrés de plus entre 20 000 ans et aujourd'hui, 125 mètres du niveau de la mer qui a remonté. Et là, depuis un siècle, 1 degré. Et la mer, on l'a vu à l'instant, remonte 3 fois plus vite qu'elle ne remontait il y a une trentaine d'années. C'est aussi les cyclones tropicaux, les fortes pluies, les inondations. Le Vanuatu, il y a 3 semaines. Le Chili, début avril, où ils prennent 150 mm d'eau, là où il ne pleut jamais. Un demi-millimètre par an. On va vivre une très forte année El Niño en 2015, comme celle de 98, qui affecte beaucoup tout l'hémisphère sud. C'est la sécheresse et le manque d'eau dramatique. Les pays du Maghreb, le Chili, encore je reviens à ces régions du monde, le sud du Brésil, toute la zone sahélienne. Regardez les émigrés dont on parle beaucoup en ce moment. On nous parle de Libyens et de Syriens. Une bonne moitié ne sont ni Libyens ni Syriens. Ce sont des gens qui fuient la sécheresse aujourd'hui au sud du Sahara. Plus d'eau, pas d'agriculture, il n'y a plus rien à manger, on s'en va. Comment pourra-t-on les aider à être bien chez eux? Je vous rappelle, il n'y a quand même que 13 km entre l'Afrique et l'Europe. Et enfin, c'est la chute de l'oxygène dans l'eau, parce que quand l'eau est plus chaude, elle contient moins d'oxygène. De graves problèmes en ce moment en mer Baltique, très bien identifiés sur le littoral de la mer Baltique. Et enfin, la remontée du niveau de la mer qu'on évoquait tout à l'heure. Tout ça affecte bien sûr ces régions du monde, dont notre littoral dont on parle aujourd'hui. Cette température qui augmente va entraîner des effets sur la physiologie, le métabolisme des espèces littorales, continentales et marines, et change les répartitions des espèces, parce que quand l'eau est plus chaude, elle raccourcit le temps de dispersion des larves et on modifie les cartes. Il y a un très beau papier sorti cette semaine, avant-hier, lundi. Je suis intervenu la tête au carré pour commenter un papier publié par des collègues français et anglais sur une cartographie mondiale de l'évolution des masses d'eau, du vivant des masses d'eau pélagiques. Il montre très bien l'effondrement des espèces dans les zones tropicales, une augmentation du nombre d'espèces en zone tempérée et en zone arctique et antarctique. Mais globalement, l'effet va être effectivement négatif. Voilà, donc qu'est-ce que ça déclenche tout ça? Des migrations. Ceux-ci, ils arrivent de la mer Rouge, ils arrivent en mer Méditerranée, ils n'étaient pas là avant. L'humain a fait un gros trou, le canal de Suez, et on passe. Et on passe de la mer Rouge en mer Méditerranée. On a 700 espèces aujourd'hui passées de la mer Rouge en mer Méditerranée. Et ils passent aussi par Gibraltar et on pêche maintenant en Méditerranée des espèces qu'on n'avait jamais vues. La dorade coryphène, le barracuda, ça fait une trentaine d'années qu'il est installé en mer Méditerranée. On prend le premier requin tigre au Cap Bon en Tunisie, jamais vu en mer Méditerranée.
Et donc, on voit la remontée des espèces vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud. Sur les zones littorales, les Bretons n'ont jamais pêché autant de dorades. Il y en a toujours eu un petit peu, mais pas comme aujourd'hui. Les lonçons de Normandie sont rendus en Écosse aujourd'hui. Et le transport par ces grands pétroliers géants qui disséminent ces espèces, c'est un sérieux problème, ça, aujourd'hui, sur les littoraux. Alors, sur la pêche, c'est très simple. Quand on dit que le climat affecte le vivant, l'inverse aussi est vrai. Et ça, on le sait moins. Vous coupez les forêts tropicales, il n'y a plus d'évapotranspiration, il n'y a plus de nuages, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'agriculture et les humains s'en vont. Eh bien, en mer, quand on surpêche, on a découvert ça il y a quelque temps grâce aux collègues de l'IRD, on affecte la capacité de l'océan à garder le gaz carbonique, le CO2. En gros, l'océan, il stocke 25-30% du CO2 émis par les émissions humaines. Une grande partie va dans l'océan. Et bien, quand on enlève les sardines, on effondre les oiseaux, on effondre les mammifères marins, on effondre les poissons de bout de chaîne, qui pourtant sont les plus intéressants sur les marchés pour les pêcheurs. Et on modifie complètement les chaînes de zooplancton et de phytoplancton. Et ça fait que l'océan est beaucoup moins capable de fixer le CO2. Voilà comment la surpêche affecte le climat. Donc vous voyez que tout ceci est très subtil. Et enfin, je termine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur le littoral? On fait de l'aquaculture. Donc on a surpêché, donc on fait de l'aquaculture, c'est bien. Le Japon a été un grand pionnier en aquaculture marine pendant très longtemps. Et là, je vous montre les chiffres aujourd'hui. Les pêches stagnent depuis 40 ans, ça ne bouge pas. L'aquaculture continue à augmenter avec des productions effectivement de microalgues, ici en Philippines, de mollusques, ici en Corse, de crustacés, ici au Japon, de poissons, ici à Santo Domingo, et ici de crevettes, ici en Équateur. Et l'humain, ne refusant absolument rien, est capable de raboter des montagnes ici au Mexique pour produire des crevettes. Les fermes à crevettes ont détruit 50% des mangroves mondiales en moins de 20 ans. On ne peut pas détruire l'océan, on détruit le littoral. On le pollue, on le surexploite, on dissémine tout partout, et le climat intervient ici particulièrement parce que, bien sûr, c'est là que va affecter la remontée du niveau de la mer. Alors la France a réagi. Voici les 4 rapports publiés depuis septembre 2014 par le club des scientifiques qui s'occupent du climat en France, dirigé par Jean Jouzel. Un rapport sur comment les Français vont s'adapter. Un rapport sur les futures températures et précipitations en France dans les 50 années qui viennent. Un rapport tout récent sur la remontée du niveau de la mer en France. On n'est pas à Kiribati. La Basse-Normandie, l'Aquitaine, la Camargue, terminé. Ça, on ne peut plus l'empêcher, c'est trop tard. Donc il faut qu'on s'adapte à ces considérations-là. Et puis celui-là est très beau, il vient de sortir, on le donnera à Madame Royal d'ici 10 jours. C'est l'influence du changement climatique en France et de la perte de diversité sur la santé des Français. Il y a 300 maladies nouvelles en France depuis 1940. Une grande partie liée à ces questions que j'évoque ici avec vous aujourd'hui, ce soir. Voilà toutes les maladies qui nous guettent aujourd'hui, qui sont soit liées à l'âge en partie, soit liées au rayonnement solaire, soit à des problèmes d'agriculture, de pollution, de destruction, de cancer de la peau, de nouvelles maladies infectieuses et surtout la bombe, ce sont les maladies auto-immunes et les maladies allergiques, toutes liées à des changements climatiques ou à des questions de diminution de la biodiversité. Voilà, pour respecter mon temps, c'est ça qui nous guette aujourd'hui, ça c'est travaillé par le Géo. Donc manque d'alimentation, manque d'eau, tempête, inondation, tout ça va amener ces populations-là à changer, à migrer en permanence. Merci. Bon, attention, ce n'est pas fini, hein, puisqu'après la présentation de Josette Garnier, vous pourrez poser toutes vos questions à Gilles Boeuf. Vous avez parlé d'El Niño, Gilles Boeuf. Ce serait un gros El Niño en 2015. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les prémices, on les mesure très bien en ce moment au Pérou et au Chili sur les fonds des glaciers andins. L'événement est survenu au Vanuatu il y a 3 semaines. Les précipitations tout à fait anormales dans le nord du Chili en ce moment. Et on voit les températures de surface qui se modifient, les vents qui vont s'inverser. C'est-à-dire que El Niño, en castellano, El Niño, c'est le petit garçon, c'est le Christ à Noël. Hein. Ça se produit à peu près à l'époque de Noël. Les vents s'inversent et les vents soufflent de l'Indonésie vers les côtes du Pérou. Et le drame en ce moment, je le disais aux Indiens encore l'autre jour, et également aux Indonésiens, arrêtez les cobuages cette année. Dans ces régions du monde, on met le feu en ce moment. On attend que la mousson arrive pour l'éteindre. Vous vous rappelez le dramatique événement en 98 où Jakarta a failli brûler, entouré par des nuages incroyables, parce que la mousson n'est pas venue. Donc adapter les activités humaines à ces dérèglements qui sont là. Et on a des indices également par les compositions du phytoplancton aussi. C'est vrai qu'on parle de ce mot d'adaptation aujourd'hui. On dit qu'il faut s'adapter. C'est déjà terrible d'imaginer qu'on est obligé de s'adapter.
Si on ne s'adapte pas, ça va être quand même très préoccupant. Hein. Encore une fois, on est aux prémices en plus. Jean Jouzel disait encore récemment que la canicule 2003 en France a fait 15 000 morts. 15 000 morts. Moi qui suis quelqu'un du Sud, ils ne sont pas morts dans le Sud, les Français qui sont morts. Ils sont morts à Paris, ils sont morts à Lille, ils sont morts à Brest, ils sont morts à Nantes, ils sont morts à Rennes. Pour un mauvais comportement, une mauvaise adaptation à une canicule. Et Jouzel rajoute, les étés 2040-2045 seront au moins du type 2003 chaque année. Et je vous rappelle simplement que là aussi, en adaptation, ramener de la végétation en ville. On a des magnifiques cartes thermiques de Paris prises en août 2003. C'est merveilleux sur les images. Hein. Entre le béton et le jardin des plantes, il y a 6 degrés d'écart. Donc voilà comment la biodiversité va nous aider justement à nous adapter dans nos comportements à ces situations de canicule. C'est une belle injonction. Vous avez dit que les océans manquaient d'oxygène. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les algues ? Bien sûr, de toute façon, la question de l'algue, c'est que l'algue, à la fois, elle consomme de l'oxygène pendant la journée et pendant la nuit, et elle en produit de l'oxygène pendant la journée, puisqu'elle sait faire la photosynthèse. Hein. Donc, c'est la première réaction du vivant. Dans de l'eau, sans eau, ça ne marche pas, dans de l'eau, vous récupérez ce CO2 qui nous empoisonne tant aujourd'hui, et puis vous récupérez la lumière des soleils, qui est gratuite, hein, qui est un cadeau des dieux. Et en échange, vous produisez de l'oxygène et des sucres, tout par-delà. Donc les algues, bien sûr, se mettent à proliférer dans beaucoup de considérations. En plus, vous avez des régions particulières où la mer Baltique est très, très touchée. Mais on a des proliférations algales qui sont liées aussi à des questions de pollution humaine qui surnutrient en fait l'océan côtier.